Bienvenue dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici, nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, tabous. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, de toute couleur, confession, forme, horizon et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'accueillir Ophélie qui va venir nous parler d'un sujet très peu connu et extrêmement tabou. Bonjour Ophélie. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, merci, et toi ? Ça va aussi, merci. Je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Tu vas témoigner d'un sujet très important, donc tu vas nous parler des violences conjugales que tu as vécues en étant en couple avec une femme. Donc je te remercie d'avoir accepté de le faire parce que je sais très bien que c'est quelque chose de difficile. C'est pas forcément agréable de se replonger dans ce genre de souvenirs. Donc avant de commencer, je voudrais juste te donner quelques chiffres. Les victimes de violences conjugales en France sont à 90% des femmes et les personnes commettant les violences sont à 96% des hommes, mais il reste un petit pourcentage qui montre que des femmes aussi peuvent être violentes. Donc c'est pas parce qu'il y en a moins qu'il ne faut pas en parler, ce n'est pas le reflet des mêmes problématiques, mais c'est important de montrer que les femmes victimes de violences par d'autres femmes existent et c'est d'ailleurs pour ça que tu es là aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs messages qui te remerciaient de prendre la parole à ce sujet, car beaucoup vivent ça dans la honte. Donc, merci énormément, Ophélie, de lever les tabous à ce sujet pour Over the Rainbow. Donc, je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, on va commencer du coup, Ophélie. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de toi ? Alors moi, je m'appelle Ophélie, j'ai 29 ans et donc je travaille dans le domaine de l'animation. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? Qu'est-ce qui te passionne ? Alors, je suis passionnée par la photographie, j'aime énormément la philosophie, hem et voilà, un petit peu, je suis quelqu'un j'ai tout le temps des occupations, je me passionne par, tout ce sujet, je suis très curieuse et donc je me passionne, je pense que chaque mois, j'ai un nouveau loisir, donc voilà. OK, bah, c'est très bien. Alors, est-ce que, tu pourrais commencer, par nous parler un petit peu du début, du coup, de cette histoire? Comment est-ce que tu as rencontré, ton ex-compagne? Est-ce que c'était ta première histoire avec une femme? Voilà, nous expliquer un peu comment ça a commencé. OK. Alors moi, je vivais en couple avec un homme depuis plusieurs années et notre relation était devenue plutôt, monotone et du coup, il y avait plein de domaines, notamment la sexualité, dans lesquels je ne m'épanouissais pas et j'ai rencontré cette femme via une association de phobie scolaire puisque j'ai été, j'ai été touchée par la phobie scolaire et donc du coup, j'ai rencontré cette femme dans ce contexte-là. Elle était impliquée dans cette association. On est très rapidement devenus amis. On avait, je crois, 3 ans d'écart. C'est ça, on avait 3 ans d'écart et on est très rapidement devenus amis. On a commencé à avoir des contacts très réguliers. Donc, elle habitait dans le sud de la France et moi, j'habitais dans l'Est. Donc, on ne se voyait pas. Mais tous les jours, on s'écrivait. Et un jour, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle désirait qu'on arrête notre relation amicale puisqu'elle avait développé des sentiments pour moi et qu'elle ne souhaitait pas faire le cirque dans ma vie. Finalement, je me suis rendu compte que pour moi, en fait, il y avait des sentiments qui étaient déjà présents, mais je connaissais pas l'origine de ces sentiments et c'était nouveau pour moi. Je n'avais jamais été avec une femme, donc je me posais énormément de questions. Donc je lui ai simplement répondu que j'avais pas le désir qu'on arrête là et qu'on pouvait
voir ce que ça allait donner. Je me suis séparée du coup de mon compagnon à ce moment-là et on a commencé une relation à distance du coup. On se voyait à peu près une fois par mois. Et ça, c'était les tout débuts jusqu'à ce qu'on se rencontre vraiment. On s'est rencontrés la première fois sur Paris, dans le cadre associatif, du coup. Ça s'est très bien passé. C'était vraiment la relation et ce qu'elle dégageait. C'était quelqu'un qui était très. En fait, c'était quelqu'un qui était très intellectuel. On avait des grandes conversations et j'aimais beaucoup ça. Et très rapidement, le rapprochement s'est fait, l'attirance physique s'en est suivie. Et donc, du coup, c'est un peu comme ça qu'on a démarré notre relation. D'accord. Et ça, du coup, c'était quand? Parce que là, du coup, tu as 29 ans. Tu avais quel âge quand ça a commencé? J'avais 26 ans, du coup. D'accord. Donc, c'est il y a pas si longtemps que ça au final. OK. Donc du coup, au départ, votre relation, elle était plutôt à distance? Elle était, plutôt, secrète aussi? Est-ce que tu en parlais autour de toi de cette relation? Non, cette relation, elle était secrète, déjà parce que je venais de me séparer et que c'était pas facile pour mon ex-compagnon non plus, avec qui j'étais restée amie, et donc je souhaitais pas lui faire du mal. Donc il savait pourquoi je le quittais, mais je préférais que ça reste secret dans ma famille. J'ai mis un certain temps avant de l'annoncer. En fait, j'ai mis quasiment une année, pendant quasiment un an. On s'est vu une fois par mois, donc soit moi je descendais, soit elle montait. Et au bout d'un an, en fait, on a envisagé d'emménager ensemble. Et donc, à ce moment-là, j'ai bien dû prévenir ma famille que j'allais déménager à 500 kilomètres. Et donc, tout le monde a été au courant à ce moment-là. Mes amis, certains étaient déjà au courant. Et voilà, du coup, tout le monde l'a appris un petit peu au moment de mon déménagement. D'accord. Et avec le recul, est-ce que tu penses, qu'au début de cette relation, avant même que vous emménagiez ensemble, il y avait déjà des signes, d'emprise, à ce moment-là? Oui, alors en fait, notre relation, on était, je pense, l'une et l'autre, très exclusives. Et je pense que la distance a renforcé ça, puisque c'était compliqué parfois de pas être proche et de se sentir un peu, pas délaissé, mais quand l'autre part en soirée avec des amis et qu'on n'est pas présent, c'est un peu frustrant. Et cette partie-là, rapidement, en fait, je pense qu'il y a une sorte de dépendance affective qui s'est installée des deux côtés, à mon avis. Hein, enfin, en tout cas, je parle pour moi. On avait ce besoin d'être en contact constant. On s'écrivait vraiment à longueur de journée. Et très rapidement, en fait, elle était au début du genre à me dire, bah va, profite de tes amis. Et très rapidement, on passait de profite de tes amis à bah, envoie-moi un message pendant que tu es là-bas. S'en suivait une conversation, donc j'étais plus dans ma soirée. Et finalement, très rapidement, le contact est devenu quasi omniprésent. Il y avait quasi toute la journée des messages, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Et, et, euh, et très rapidement, quand on a commencé à se voir, j'ai senti un peu plus ce sentiment de dépendance qui s'installait. Elle me disait souvent qu'elle avait l'impression qu'on était dans une bulle et que cette bulle-là, c'était notre protection en fait. Et que du coup, quoi qu'il puisse nous arriver, de toute façon, on avait la chance d'avoir cette bulle-là. Et c'est vrai que ben, ça fait rêver un petit peu quand on a 26 ans. Ouais. Enfin, je trouvais notre relation à l'époque très belle, donc ça m'inquiétait pas. Et mes amis commençaient à me dire qu'ils trouvaient que je m'éloignais d'eux, que je changeais un petit peu, que j'étais moins disponible. Moi, je le voyais pas comme ça. Moi, je le voyais comme un début de relation amoureuse qui forcément demande du temps, de l'implication et voilà. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait déjà les signes, d'une relation toxique, mais c'est vrai que, on peut les interpréter en se disant: «Bah, non, c'est juste qu'on est possessif, qu'on est, qu'on est très amoureuse». Donc c'est vrai que ça peut être difficile d'identifier ça, mais avec le recul, effectivement, bah, c'est les signaux étaient déjà là, à ce moment-là. Et donc quand vous avez, emménagé ensemble, est-ce que c'est là que vraiment les choses, ont commencé à déraper? Alors en fait, elles avaient commencé à déraper, je pense, un peu avant. La violence s'était pas installée, mais en fait, les dernières fois où on se voyait, donc en week-end, il y avait énormément de disputes, mais pas des disputes qui étaient liées. Enfin, c'était pas. C'était surtout lié, je pense, justement au fait que cette distance devenait compliquée pour nous et que donc le peu de temps qu'on passait ensemble, on avait du mal à en profiter pleinement. Il y avait toujours ce sentiment de 48 heures après devoir se séparer. Et une fois que je me suis installée là-bas, déjà pour moi ça a été un gros changement. Je suis arrivée dans une ville où j'avais aucun ami, aucun repère, rien du tout en fait.
Et ça, pour moi, ça a été très difficile. Et du coup, c'est quelque chose qui, je pense, au début, a mis un peu un froid dans notre relation parce que j'ai énormément souffert, notamment du fait de me séparer de ma famille et de mon petit frère. Et donc, je pense que ça a mis un froid puisqu'elle s'attendait peut-être à ce que ce soit plus simple, plus idyllique. Et les vraies disputes ont commencé à ce moment-là et ça a commencé à dégénérer plutôt dans la manipulation que dans la violence. Je me souviens d'une dispute qui a eu lieu 2 semaines après mon arrivée dans cette ville. Et du coup, j'ai désiré sortir aller marcher parce que j'avais besoin de prendre l'air. On habitait à côté de la mer, donc c'était idyllique. Et finalement, quand je suis rentrée, enfin quand j'ai essayé de rentrer, je me suis perdue en fait dans la ville. Impossible de la contacter et j'ai réussi à appeler une amie à moi qui habitait juste à côté, qui a été voir à l'appartement. Et en fait, elle s'était mutilée. Et j'ai senti à ce moment-là une grande manipulation, puisqu'à chaque fois qu'on se disputait, j'avais déjà cette peur qu'elle recommence. Et elle me le disait en fait. Elle avait en quelque sorte, elle me faisait comprendre qu'elle était capable de se détruire si ça n'allait pas, si c'était un peu, c'était pas, elle allait me dire je vais me mutiler ou ce genre de choses, mais elle me faisait comprendre un peu sournoisement qu'elle était en capacité d'aller se détruire si on se disputait trop ou si ça n'allait pas quoi. Ouais, c'est ça, donc c'était clairement du chantage, en fait, c'est déjà allé, jusqu'au chantage au suicide, à se dire, «Est-ce que je vais me tuer si tu me fais du mal?» ou c'était plus insidieux que ça? C'était plus insidieux au début de la relation, euh, enfin, la manipulation s'est vraiment installée crescendo. Moi, je l'ai vraiment pas vu arriver, même cette fois-là. En fait, je me suis dit que simplement, alors elle avait une situation particulière. Elle avait 30 ans. Elle avait été, entre guillemets, pendant 10 ans, un petit peu en dehors de la société, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle avait très peu d'amis. Elle sortait quasiment pas. Et elle vivait encore chez sa maman. Donc, c'était aussi beaucoup de changements pour elle. Et je l'entendais et je le comprenais. Et j'avais cette tendance à me dire que, c'était normal en fait aussi que ça n'aille pas de son côté et que du coup il y ait des signes qui montrent ça. Et puis cette bulle en fait qu'elle décrisait, elle s'est renforcée. C'est-à-dire que moi, je me suis dit la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille faire du bénévolat. Je vais pas trouver du travail tout de suite, c'est pas possible, mais il faut que j'aille faire du bénévolat. Et donc j'ai choisi de faire du bénévolat à la SPA de la ville. Et ça se passait très bien. Mais bizarrement, il y avait toujours une bonne raison pour soit le fait que je n'y aille pas, soit pour que je participe pas aux soirées, aux réunions. Et quand j'y participais, les remarques, elles allaient se faire soit avant, soit après, mais il y avait des remarques qui allaient être faites. Et en fait, malheureusement, je me suis fait mordre par un rongeur et j'ai attrapé une infection. Et ça a été, je pense, pour elle, un petit peu l'aubaine de dire, OK, ben non, maintenant, par protection pour toi, il est hors de question que tu retournes là-bas. Et moi, je l'ai vu comme une protection finalement, et mes amis m'ont un peu alertée à ce moment-là. Je vivais dans la ville depuis très peu, mais elle gardait ma carte de bus pour que je ne la perde pas. Donc la journée, en fait, j'étais très vite limitée finalement, parce que la ville, elle est grande et que, ben, voilà, bon, je pouvais acheter des tickets de bus, hein, bien évidemment, mais c'était quelque chose. Mes amis m'ont souvent alertée sur ce genre de petits détails que moi je voyais comme de la protection. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, toi, tu réanalysais tout un peu, sous le prisme de l'amour et te dire: «Bah, voilà, c'est normal, c'est une relation», ouais, d'accord, je vois et du coup, ouais, tes amis, eux, ils sentaient que quelque chose, n'allait pas? Eh ben, certains de mes amis, ma meilleure amie le sentait beaucoup et m'alertait assez régulièrement. Elle est venue me voir le mois après mon installation et elle me le disait en fait. Elle me disait, je ne t'ai pas reconnue, t'es pas la personne que je connaissais et je te trouve pas épanouie. Moi, j'avais l'impression d'être épanouie vraiment. Moi, j'étais dans une relation où elle me faisait passer un peu pour j'étais un peu sa princesse finalement. Tout ce que, elle m'apportait de l'attention tout le temps. Il y avait vraiment ce chaud et froid qui jouait tout le temps. Ça allait aller un jour et puis le lendemain, c'était n'importe quoi. On se disputait sans cesse. Chacune de nos sorties était presque annulée parce qu'il y avait ces disputes qui venaient à l'intérieur. Et c'est des disputes qui partaient vraiment de rien, en fait. Quand j'y réfléchis au jour d'aujourd'hui, je me dis que vraiment, je sais même pas comment on en arrivait à se disputer sur ce genre de choses insignifiantes. Et souvent, c'était à des périodes où, en effet, je devais rencontrer des nouveaux amis, je devais rentrer dans ma famille. Donc, du coup, je profitais jamais vraiment de mon séjour. Je rentrais dans ma famille en général 3 jours tous les 2 mois.
Et finalement, bah, les 3 jours où j'allais là-bas, bah, j'étais très fatiguée par la dispute qu'on avait eue. J'étais aussi un peu triste de l'avoir laissé comme ça et d'être partie sur une dispute. Et donc, je profitais de plus rien. Et c'est sur ça que mes amis se sont un peu alertés. C'était sur le fait que bah, je prenais plus de nouvelles de personne. Parce qu'au final, c'est vrai que c'était pas toujours facile déjà cette installation. Et puis à côté de ça, les choses étaient vraiment un peu en dents de scie. Un jour, c'était, comme je le disais, très beau, et le lendemain, c'était un peu très pas beau, quoi. Ouais, je vois et c'est vrai que j'ai reçu aussi des messages d'abonnés qui me disaient, «On s'imagine que, la violence entre femmes, c'est plutôt de la violence, psychologique et verbale plutôt que physique». Est-ce que toi, tu as aussi subi de la violence physique? Oui. En fait, la violence verbale, elle a été très sournoise et elle est arrivée très rapidement. Mais la violence physique s'est installée, je pense qu'au bout de 2 mois d'installation là-bas. Alors au début, c'est arrivé très doucement. Elle m'a simplement poussée et finalement, je me suis dit que c'était pas si grave que ça. Et puis de ça, on est passé en effet à une violence physique qui pareil, a eu un petit peu une ascension. Elle a démarré ben, par le fait de me pousser et puis elle s'est mal terminée. Donc, ouais. Mmh. Et justement, est-ce que tu as des exemples, enfin après si tu veux pas en parler, tu me le dis, mais des exemples de violences physiques que tu pouvais subir? Parce que c'est vrai qu'effectivement, je pense que dans l'inconscient collectif, on a beaucoup de mal à imaginer qu'une femme puisse être violente et je pense que c'est important de prendre conscience de ce que toi tu as subi et peut-être d'avoir aussi ce type d'image-là, de visualiser vraiment ce que tu as vécu pour prendre conscience que oui, les femmes, aussi peuvent être violentes et que c'est très grave, quand ça arrive. Oui, bien sûr. Hem, Bah, je pense qu'on est passé des simples coups de pied, des simples faits de me pousser, parce que c'était pas une petite bousculade, quoi. Elle m'a poussée contre le mur à plusieurs reprises, hem, il y a elle a jamais utilisé enfin, il y a jamais eu de geste avec ses mains au début. Elle me donnait pas des coups de poing, elle me tapait pas, mais elle avait souvent ce réflexe de me donner des coups de pied, de me pousser. Et la dernière scène, en fait, enfin, l'une des dernières scènes de violence, c'est forcément celle qui m'a le plus marquée. On s'était disputé et puis à chaque fois qu'on se disputait, elle me demandait de partir. Et ce jour-là, j'ai été un peu plus. Bah, en fait, j'ai répondu simplement. Je le faisais jamais, je répondais pas. Et ce jour-là, je lui ai répondu que je tolérais plus en fait qu'elle me parle de cette manière-là, que ces mots étaient trop violents pour moi et que là, je ne pouvais plus et que c'était plus supportable. Je lui ai demandé en fait de se faire soigner. Ce jour-là, je lui ai dit qu'il était temps de rencontrer quelqu'un. On en parlait depuis un moment. Et finalement, à ce moment-là, donc elle m'a poussée contre le lit. Je suis tombée ma tête a tapé en fait sur le bois du lit. Et elle a continué alors que j'étais par terre, hein, à me donner des coups de pied, des coups de poing. Et ensuite, bah, elle est partie sur ça. Et moi, elle est revenue 5 minutes après quand elle s'est rendue compte bah, que j'avais cassé un truc dans l'appartement. Et donc elle pleurait, mais parce que j'avais cassé quelque chose dans l'appart, pas parce que moi j'étais à terre et que j'avais reçu des coups. Euh, et donc du coup cette fois-là, j'ai quand même dû, ben, la douleur en fait, j'avais une douleur au niveau de l'épaule qui était restée. Et en fait, ben cette fois-là, je pense, ça a été la fois la plus violente. Et c'est la fois où je me suis dit qu'il fallait peut-être en parler à un médecin. J'ai pas osé tout de suite lui dire que j'avais reçu des coups. J'ai simplement dit que je m'étais blessée. Et en fait, très rapidement, le médecin, en fait, quand il m'a demandé à m'examiner, a remarqué que j'avais des bleus à des endroits où même si j'étais tombée, c'était compliqué. J'avais Ouais. donc des bleus au niveau des reins, j'avais des marques sur les cuisses. Et du coup, cette nuit-là, bah, elle a été assez affreuse pour moi parce que vraiment, je me suis sentie mal toute la nuit. J'étais malade toute la nuit, à en vomir, à être vraiment pas bien. Le stress, la pression, le fait d'avoir peut-être potentiellement cogné ma tête contre le bois. Et finalement, je pense que ouais, ça a été l'une des fois les plus importantes. Mais c'était toujours des coups dans ce genre-là. C'était toujours des coups de pied, le fait de me pousser, et puis, ben, puis les dernières fois d'utiliser, de me donner des coups de poing.
Ouais, d'accord, je vois. Et quand tu en as parlé, à ce médecin, du coup, tu lui as dit que c'était ta compagne, qui t'avait fait ça. Comment est-ce que lui, il a réagi par rapport à ça? En fait, au début, j'y avais été dans le but de me dire, la douleur est encore présente et il faut que je fasse vérifier cette douleur. Et du coup, très rapidement, c'est elle en fait c'est une dame, c'est elle qui m'a posé la question en fait de savoir si je subissais des violences à la maison, parce que bah du coup les marques étaient assez un petit peu partout sur mon corps finalement. Et sur le coup, j'ai d'abord dit non et en fait elle a insisté. Et à ce moment-là, je me suis juste effondrée en fait, et je lui ai dit que c'était en effet avec ma compagne que ça avait dégénéré, mais que c'était. Je lui ai pas dit que c'était tous les jours en fait, que c'était tout le temps. Je lui ai dit que c'était occasionnel et que c'était la première fois. Je me sentais pas d'aller dire que c'était récurrent ce qui se passait. Et j'avais honte aussi parce que, ben, encore une fois, c'est une femme. Et donc, du coup, son conseil à elle, ça a été de me dire, elle m'a fait une attestation en me disant, si un jour vous désirez porter plainte, vous pourrez le faire. Je lui ai répondu que je ne le ferais pas, mais que je prenais son attestation puisqu'elle insistait énormément. Elle m'a donné un numéro à contacter. Je sais plus, je crois que c'est un numéro pour les femmes qui subissent des violences. Je sais plus exactement quelle association. Et elle m'a dit que si j'arrivais pas à lui en parler à elle, je pouvais au moins parler à ces personnes-là qui étaient neutres et que potentiellement ils pourraient m'aider à trouver des solutions. Ça a germé dans ma tête. Et 2 semaines après, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de trouver une solution, mais pas pour moi, en fait, pour elle, parce que je comprenais pas cette violence chez elle. Et je me doutais que, enfin, pour moi, ça ne pouvait que lui faire du mal aussi. Et donc, ce jour-là, quand j'ai appelé, j'avais le désir qu'on trouve une solution pour elle, en fait, qu'on la soigne elle avant tout. Puisqu'en fait, les coups que je recevais, bien sûr, ils me faisaient du mal, et autant physiquement que psychologiquement, c'est loin d'être simple. Mais j'avais toujours cette pensée de mais pourquoi elle en arrive à là? Qu'est-ce que je provoque chez elle en fait? Est-ce que c'est moi qui peut-être ce jour-là ai dit un mot de trop? Est-ce que je sais pas, est-ce que elle me disait qu'elle avait jamais été violente auparavant, donc pourquoi avec moi? Pourquoi pas avant? Et vraiment, j'avais l'impression d'être la naissance de cette violence. Et donc, qu'il fallait qu'on démarre une thérapie ensemble, peut-être, ou elle seule de son côté, ou je sais pas. Et quand j'ai appelé ce numéro-là, en fait, ça a été très difficile pour moi parce que, dans un premier temps, je suis tombée sur une dame qui ne cessait de me demander si mon compagnon était violent. Et je lui ai répété à plusieurs reprises que c'était ma compagne, en fait, et pas mon compagnon. Et malheureusement, je suis pas tombée, je pense, sur une dame qui était très au courant des violences faites aux femmes par des femmes. Et je pense qu'elle a pris ça un peu à la légère et elle m'a conseillé de discuter avec elle et que ça allait s'arranger. Je pense qu'on en était au-delà de la discussion puisque des discussions, on en avait toutes les semaines Oui, hein, à ce évidemment. sujet-là. Donc voilà. Ouais, donc on va dire qu'au départ, il y a eu quand même une très bonne réaction du coup du médecin, qui a vraiment fait ce qu'il fallait et c'est vrai que ça devrait être normal, mais malheureusement ça l'est pas. Donc c'est suffisamment bien pour le souligner, mais c'est vrai que du coup la prise en charge après a pas été top. Du coup, toi, à ce moment-là, est-ce que tu as commencé à comprendre, à assimiler le fait que tu étais victime de violences conjugales ou est-ce que tu n'y étais pas encore? Parce que tu me dis que, tu essayais encore beaucoup de justifier ces agressions en disant: «Bah, c'est peut-être de ma faute» et cetera, donc ce qui nous arrive à toutes en tant que victimes. Et ce quand est-ce que tu as commencé vraiment à te rendre compte que tu étais, bien victime et que c'était pas de ta faute? La veille de Noël, en fait, on passait Noël dans sa famille à elle. Et la veille de Noël, elle a été plutôt violente avec moi physiquement et elle m'a créé une blessure en fait. Et le lendemain, dans sa famille, sa sœur, avec qui j'étais très proche de sa famille, et sa sœur a commencé à me questionner, à savoir comment je m'étais fait ça. Et donc j'ai dit que c'était au travail. Et puis en fait, ce jour-là, je me suis dit que c'était pas normal que j'ai toujours à mentir et à passer pour la fille maladroite quelque part qui se fait mal tout le temps. Et ce jour-là, j'ai ressenti de la colère en fait, et je me suis dit mais pourquoi elle agit comme ça avec moi, même si j'avais encore cette part de culpabilité. Ce jour-là, j'en avais marre de mentir à tout le monde, de pas pouvoir rentrer forcément chez moi parce que ma famille, elle est très proche de moi, et je pense que très rapidement, ces questionnements-là, ils les auraient eus. Mes amis, je les éloignais le plus possible, donc je m'enfermais en fait de plus en plus.
Et à partir de ce moment-là, j'ai ressenti un peu une grande colère. Et on a donc cette amie qui était voisine avec nous, qui elle était au courant en fait. C'était pas moi qui vraiment l'en avait informée, mais elle avait senti la situation dès le départ. Et en fait, quand on se disputait et qu'elle me mettait un peu à la rue, j'allais dormir chez elle parce que j'avais que elle. En fait, je connaissais personne. Et un matin, on était partis prendre un café toutes les deux et en discutant avec elle, je lui ai dit simplement, en fait, je savais plus, j'avais besoin d'en parler à quelqu'un, je savais pas avec qui le faire. Et ce jour-là, j'ai commencé à lui dire les choses. Elle m'a dit que ça ne l'étonnait pas et qu'il fallait que je me sorte de cette relation. Et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai compris de par ses mots à elle. Elle a été très bienveillante et elle a été de très bons conseils. Je pense que j'ai compris à ce moment-là que j'étais victime de violence. Malheureusement, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai pas réussi à partir pour autant. J'avais toujours de l'amour pour cette femme. Enfin, et quelques mois plus tard, on est resté à peu près 2 ans ensemble. Quelques mois plus tard, pour son anniversaire, j'avais invité sa cousine à venir à la maison. Elle s'était pas vue depuis des années. Et donc, je lui avais fait la surprise d'eux. Et ce jour-là, sa cousine dormait à la maison et le lendemain matin, elle a été. Alors, elle m'a dit qu'elle était prise d'une crise de parano et elle était persuadée que sa cousine et moi avions couché ensemble simplement. Donc, elle m'a demandé si dans la nuit je l'avais rejoint dans le lit, enfin n'importe quoi. Ce jour-là, en fait, elle m'a très très mal parlé devant sa cousine, mais vraiment, c'était la première fois qu'elle me parlait aussi mal devant quelqu'un. Elle m'a rabaissé toute la journée. Elle a passé son temps à me rabaisser. Et à la fin de la journée, sa cousine a repris le train et m'a envoyé un message en me disant, écoute, je pense que même si c'est ma cousine et que c'est très dur à dire, elle est très manipulatrice avec toi et je crois qu'il faut que tu t'en ailles en fait. Et, euh, et en fait, malheureusement, je laisse toujours mon ordinateur, enfin malheureusement, je laisse toujours mon ordinateur ouvert sans code. Et le soir, je suis rentrée du travail, elle avait ouvert mon ordinateur et elle avait trouvé ce message sur Facebook hein, de sa cousine. Et là, elle est devenue hystérique, hein, concrètement. Elle pensait que c'était un complot contre elle. Elle pensait que j'essayais de l'éloigner de sa famille. Vraiment, elle me faisait passer pour un monstre. Et ce jour-là, la violence a dégénéré une nouvelle fois. Et, et en fait, je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit que c'était plus possible, que je pouvais pas recevoir des coups comme ça tout le temps et que là, pour le coup, elle devenait tellement en fait, elle ressemblait pas à ce que j'avais connu finalement. Et ce jour-là, vraiment, je me suis dit, comment peut-elle en arriver à penser ce genre de choses de moi? Comment elle peut la veille me dire qu'elle m'aime, que vraiment elle est heureuse, qu'elle veut qu'on se marie, qu'elle veut qu'on ait des enfants? Et vraiment, ce jour-là, je me suis dit, mais si on avait des enfants, comment ça se passerait en fait? De quoi ils seraient témoins et comment ils vivraient? Et j'ai compris à ce moment-là qu'il n'y aurait pas de mariage, qu'il n'y aurait pas d'enfants, qu'il n'y aurait rien du tout, même si c'était des promesses qu'on s'était faites et que je trouvais très belles et qui me plaisaient au début. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y aurait rien de tout ça et qu'il fallait en effet que je trouve la solution pour m'en aller. Et, euh, et puis bah, la solution est arrivée seule. En fait, je suis partie 2 mois et demi. Je suis partie 2 semaines de base dans ma famille et je me suis blessée au pied, donc j'ai dû rester 2 mois et demi. Et quand je suis revenue, elle était différente en fait. Elle était tout le temps sur son téléphone. Et en fait, j'avais l'impression de me voir moi quand je l'avais rencontrée, à lui parler, à sourire. Ce jour-là, je lui ai demandé si elle avait rencontré quelqu'un. Et elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un sur Internet, qu'elle rencontrait dans 3 jours. Et, euh, et que, euh, et que voilà, c'était comme ça et que j'avais pas trop le choix. Et que bah, nous, on allait se séparer. Et ce jour-là, je me suis vue la supplier en fait et lui dire que si ça se passait pas bien avec cette fille, moi j'étais toujours là en fait. Et quelques heures après, je me rendais compte en me disant que vraiment c'était grave en fait d'en arriver à ce point-là, à supplier quelqu'un de rester. Et de toute façon, j'avais l'impression que plus j'avais mal et plus je me retrouvais à pleurer, à être perdue, mieux c'était pour elle finalement. Plus elle enrichissait les choses. Et donc ce soir-là, elle m'avait dit qu'elle rentrerait après sa rencontre et qu'elle me dirait si s'était passé quelque chose. Et moi, j'étais gentiment toute la soirée en train d'attendre qu'elle rentre. Elle est jamais rentrée ce soir-là. Elle est rentrée le lendemain en me disant qu'elle avait passé une super nuit à l'hôtel avec sa nouvelle compagne et que j'avais un mois pour partir. Donc voilà, ça a été la fin de notre relation. On a vécu encore 2 semaines en colocation.
parce qu'il a fallu que je trouve un appartement. Et puis, ben, on avait deux chats. Et une nuit, en fait, je me suis levée pour me préparer. Et son chat avait fait pipi par terre. Et je trouvais pas ce qu'il fallait pour nettoyer. Donc, je l'ai réveillée. Je l'avais vue 2 secondes avant sur son téléphone. Je savais qu'elle dormait pas vraiment. Et je l'ai réveillée en lui disant qu'il y avait un problème avec son chat et qu'il fallait qu'on nettoie et que je ne trouvais pas. Et là, elle s'est énervée très fortement. Elle m'a dit que, enfin voilà, elle a eu des mots très durs. Elle m'a dit que j'étais vraiment suffisamment stupide pour ne même pas savoir comment nettoyer, que de toute façon, elle savait pas ce qu'elle faisait avec moi parce que je n'étais ni intelligente, ni attirante, ni rien du tout en fait. Et là, je lui ai dit que je pouvais, enfin que je me rendais compte que j'avais trop toléré et que je lui souhaitais vraiment d'être heureuse hein, dans la suite, de se soigner même, mais que je pensais, et là j'ai dit un mot qu'il fallait pas, et en fait je lui ai dit que je pense que tu es complètement folle en fait. Et ce jour-là, elle a pété un câble, elle a pris mes affaires, elle les a jetées par la fenêtre et elle m'a poussée dehors en me poussant dans les escaliers. Et du coup, à partir de ce moment-là, on ne s'est plus jamais revus. Et, euh, et tant mieux, je pense. Avec le recul aujourd'hui, je me rends compte de ce qui s'est passé et du fait que cette dernière journée et le fait qu'elle rencontre une femme m'a sûrement en fait m'a sûrement sauvée parce qu'il y a des fois où ça a été très loin et il y a des fois où je pense que il y a eu des nombreuses fois où je pense elle aurait été capable d'aller bien plus loin. Et de toute façon, elle me l'avait déjà dit, en fait. Dans nos dernières disputes, elle me disait qu'elle savait pas jusqu'où elle était capable d'aller et qu'elle espérait être capable de s'arrêter, en fait, avant que ça ne dégénère trop, que je finisse aux urgences ou qu'on n'ait pas le temps d'appeler les urgences finalement. Et, euh, et je me retrouvais assez perdue en fait d'entendre ces mots-là de sa bouche parce que je comprenais pas en fait. C'est assez, je comprenais pas. Elle avait l'air de se rendre compte de ce qu'elle faisait puisqu'elle en parlait, elle s'excusait, et elle disait d'elle-même qu'elle se faisait peur et qu'elle était capable d'aller plus loin. Et il y a en effet des fois où quand je recevais de la violence, je la regardais et je me disais qu'en effet, elle était capable d'aller très loin. Je me suis jamais défendue parce que pour moi, la violence ne doit, enfin, parce que mon idée propre, c'est qu'on répond pas à la violence par de la violence. Et donc, j'ai jamais eu le désir de me défendre de cette manière. Et mes amis et moi-même aujourd'hui, je le pense, ben voilà, m'ont souvent dit que cette séparation, même si elle a été très dure, était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Mmh. Oui, c'est sûr. Et puis tu dis qu'elle disait, enfin, en fait, elle avait quand même un peu conscience de ce qu'elle faisait. C'est ça qui est quand même assez, bizarre. Est-ce que, vous aviez déjà, parlé ensemble des violences conjugales, des féminicides? Parce que bon, du coup, c'était il y a 3 ans, donc on commençait déjà quand même un peu à en parler dans les actualités et cetera. Est-ce qu'il y a déjà eu des échanges à ce sujet-là ou pas du tout? Non, il n'y avait pas eu d'échange à ce sujet-là. Après, on avait déjà regardé des films qui en parlaient, des émissions notamment. Mais je sais pas, c'est en fait quand on s'est rencontrés, elle était consciente que dans ma relation actuelle, j'étais pas épanouie et que quelque part, je me sentais pas, j'avais pas l'impression d'être traitée à ma juste valeur. J'avais pas l'impression qu'on m'apportait l'affection que je méritais. Et finalement, elle était la première à dire que cette relation, même si elle était pas du tout violente. Ma première relation, mon compagnon, il a jamais été violent, mais il était à la limite un peu. Bah, c'était ma première relation et on a grandi ensemble et je pense que finalement, on n'a plus fait attention l'un à l'autre à un moment donné. Et donc, dans nos discussions, il y avait un peu le fait de prendre soin de l'autre est hyper important. Et ça, elle l'a toujours mentionné et vraiment, c'est ce qui était assez étrange c'est ce que j'ai pas compris encore au jour d'aujourd'hui. Des fois, je cherche à comprendre et je me dis pourquoi. Le lundi, elle pouvait être hyper douce avec moi, très tactile. Elle me présentait à ses collègues. C'était vraiment la relation de rêve et elle disait à tout le monde que j'étais sa femme. Et le lendemain, en fait, elle me tapait et j'étais plus personne et j'étais vraiment une moins que rien pour elle. Donc c'était un peu non. Et donc non, ces discussions de violence, on les a jamais eues, vraiment. Et pourtant, en fait, il y a eu un féminicide dans la ville où on vit, à Marseille.
pendant qu'on était ensemble. Et elle me disait toujours qu'il fallait faire attention, que personne n'était à l'abri de rien. Et nous-mêmes, en tant que couple de femmes dans une ville du Sud, au début, on avait très peur d'être responsable, enfin d'être sujette à des moqueries, à des insultes. Ça a jamais été le cas, mais du coup, elle me disait toujours, fais attention aux autres. Quelqu'un peut devenir violent très rapidement. Une personne peut être très manipulatrice. C'était quelqu'un qui était très dans l'introspection et qui du coup analysait tout le temps le monde. Et donc, quand il y avait eu ce fameux féminicide, elle m'interdisait d'aller à cette station de métro-là, entre autres. Ouais, c'est quand même fou parce que du coup, elle parlait de violences à l'extérieur, elle te mettait en garde contre des violences à l'extérieur, mais elle remettait jamais en question le fait qu'en fait, les violences venaient de l'intérieur du couple et que c'était elle le vrai danger pour toi au final. C'est ça qui est vraiment bizarre. Elle avait reçu une éducation qui était un peu particulière. Son papa était de ce qu'elle m'a raconté, en tout cas, très manipulateur et les a un peu, comment dire, il les a un peu éduqués en leur disant que le monde extérieur, c'était un monstre, en fait, finalement. Et donc, elle avait cette peur de l'extérieur. Et moi, j'ai toujours eu peur un peu des hommes un peu ivres, des gens un peu trop bruyants, de la foule. Et donc, du coup, euh, au début de notre relation, et j'ai eu vraiment l'impression, en tout cas maintenant avec le recul, qu'elle a accentué mes peurs. Pendant 1 an et demi, 2 ans qu'on a été ensemble, je sortais très peu, j'avais très peu d'amis parce qu'elle maintenait ce climat de la peur en moi. Et en effet, pour elle, le monde extérieur était pour nous un danger. Mais en effet, jamais elle s'est rendue compte que notre monde intérieur et cette bulle si idyllique qu'elle décrivait, bah, était en fait le réel danger pour nous deux parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'elle s'est aussi fait du mal à elle-même en faisant tout ça. Alors c'est pas une excuse, hein, il m'arrive encore de chercher comment justifier tout ça, comment comprendre cette relation et ça et ce mauvais virage entre guillemets et à chercher à avoir des excuses voilà. Après notre relation, elle a coupé les ponts directement. Et moi, j'ai eu ce besoin d'une explication pendant plusieurs mois. C'était mon obsession. Je pensais qu'à ça tout le temps, vraiment. Je pensais qu'à la voir. Je pensais qu'à savoir pourquoi elle m'avait fait ça. Est-ce qu'elle m'aimait toujours? Et un jour, j'ai été chez elle, en fait, dans notre ancien appartement. Je l'ai attendue en bas de l'appartement. Et j'ai essayé de discuter avec elle. Et je lui ai demandé, en fait, et elle me disait qu'elle n'avait aucune explication à me donner, euh, que, que j'avais pas à la harceler, alors que je la harcelais pas du tout. C'était la première fois que j'entrais en contact avec elle. Et, euh, et en fait, ce jour-là, j'ai fait un monologue. Je lui ai expliqué ce que moi j'avais vécu. Mais sur le coup, ça m'a soulagée. Quand je suis sortie de cette discussion, même si elle ne m'avait pas répondu, moi j'avais pu lui dire ce que je lui reprochais, ce que je me reprochais aussi. Et, euh, et après ça, on s'est recroisés 2, 3 fois et ça m'arrive encore ici de la croiser puisqu'elle vit toujours dans la même ville que moi. Du coup, pendant longtemps, j'ai eu peur qu'elle revienne finalement parce que il y a eu tellement de séparations où elle est revenue que pourquoi pas cette fois-ci. Et finalement, j'avais peur de la croiser. Et puis ça me faisait beaucoup de mal de la croiser avec sa nouvelle compagne, d'imaginer que c'était plus moi qui étais là. Aujourd'hui, quand je la croise, j'espère juste finalement qu'elle a fait du chemin, qu'elle a cheminé avec elle-même, que sa compagne ne vit pas les mêmes choses que ce que j'ai vécu et qu'elles sont épanouies dans leur vie en fait. De là à dire que je l'ai pardonné complètement, je ne sais pas. C'est compliqué à pardonner ce genre de choses. Et ça m'a détruit hein, concrètement aujourd'hui. C'est compliqué pour moi d'imaginer une relation maintenant et de faire confiance à quelqu'un sans avoir le souvenir de tout ça et de comprendre que en effet la manipulation peut être très proche de nous quoi. Ouais, et justement, est-ce que, après cette relation, tu as parlé, autour de toi, à tes proches, à ta famille et cetera, de ce que tu avais vécu et d notamment des violences conjugales? J'en ai parlé vaguement à mon papa parce que je souhaitais pas lui faire du mal. J'avais pas envie qu'il puisse imaginer cette relation et ce que j'avais vécu. Et puis, ben, mon frère habitant ici, quand je me suis séparée, très rapidement, je lui ai expliqué. Et, euh, et on a parlé justement des violences conjugales, de tout ça.
et certains de mes amis sont au courant. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas au courant. C'est pas un sujet que j'aborde facilement. D'autant plus, encore une fois, que c'est une femme, en fait, qui m'a fait du mal et pas un homme. Et souvent, ça étonne. Et souvent, ça étonne. Et mes amis, en fait, même mes plus proches amis à qui j'en ai parlé, euh, certains ont eu du mal à comprendre comment une femme pouvait agir comme ça. Et justement, on avait ce discours d'en général, c'est les hommes et les femmes, c'est pas violent. Les femmes, c'est même pas vu comme quelque chose de violent, c'est plus vu comme, je sais pas, de la fragilité, de la douceur, j'en sais rien, mais certainement pas comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Donc du coup, tu as dû, gérer un petit peu, une double peine parce qu'au final, c'est vrai que déjà quand on est victime de violences conjugales, c'est pas facile d'en parler autour de soi. C'est pas facile d'avoir tous les commentaires de, «Pourquoi est-ce que tu es resté? Pourquoi tu es pas parti?» et cetera. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens quand même arrivent plus à imaginer un homme, voilà, violenter sa femme. Mais c'est vrai que, disons que toi, tu as dû en plus être confronté à, limite, l'incrédulité de certaines personnes qui se disaient: «Bah, c'est pas possible, c'est une autre femme», donc c'est vrai que ça a dû être compliqué pour toi à gérer. Est-ce que, tu as voulu porter plainte et si oui ou sinon, pourquoi? J'y ai pensé. J'y ai pensé à la fin de notre relation notamment. Et, et en fait, déjà très rapidement, je me suis pas forcément vue aller porter plainte contre une autre femme. Et je savais que ça allait être compliqué. Et j'en ai parlé un petit peu avec comment on appelle ça? Euh, une conseillère un petit peu en juridique et tout ça que je connaissais. Et, euh, et j'avais ce retour-là justement, j'avais ce retour-là justement que, euh, que ça allait être compliqué ben de parler de ça avec, enfin du fait que ce soit une femme et comment dire, et déjà qu'aujourd'hui les violences conjugales, même faites par des hommes, au jour d'aujourd'hui, sont encore des sujets déjà encore tabous et qu'on prend pas au sérieux. J'avais l'impression que c'était peine perdue, donc j'y ai pas été pour cette raison-là. Et l'autre raison, c'était que malgré tout, ben j'ai pas envie de lui faire ce mal-là. C'est encore bizarre, hein, je me rends compte des fois que j'ai encore des réflexes qui me montrent qu'il y a encore une certaine, alors pas une emprise, mais il y a des choses qui sont encore pas normales dans mon fonctionnement. Je suis encore en reconstruction par rapport à tout ça. Dans ma tête aujourd'hui, si j'avais le recul enfin avec le recul que j'ai aujourd'hui, j'aurais certainement été portée plainte. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué et je voulais pas lui faire du mal, je voulais pas imaginer qu'elle puisse avoir des problèmes juridiques. Et puis elle m'a menacée quand je suis partie, justement, hein, du fait que si je prévenais la police ou si j'en parlais trop autour de nous. Alors elle m'avait simplement dit je te ferai vivre un enfer. Et c'était pareil, moi j'avais trouvé un appartement dans l'arrondissement où elle vivait parce que c'était le seul arrondissement que je connaissais. Et elle m'a interdit en fait d'emménager dans cet arrondissement-là. Et donc l'emprise à cette époque-là était encore très présente, la peur était là. Et je pouvais pas imaginer. Je, J'avais l'impression que ma vie allait devenir encore plus compliquée que ce qu'elle n'était. J'avais un travail, j'étais en CDI, je m'en sortais bien et je voulais pas détruire tout ça, quoi. Et comment tu as fait, pour, essayer de te reconstruire justement? Est-ce que tu as été, accompagnée, par des psychologues, par exemple? Oui. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une équipe de travail formidable à mon emploi, mon précédent emploi, puisque du coup, quand je me suis séparée, j'ai eu beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau. Et mon employeur m'a donné 10 jours en me disant revenez dans 10 jours, vous prenez 10 jours de congé et au bout de ces 10 jours, on verra. Et il m'a présenté à des thérapeutes notamment. Du coup, j'ai rencontré une thérapeute, une psychiatre qui était très bien puisqu'en fait, elle était assez crue dans sa façon d'être. Elle y allait pas par quatre chemins et elle a pas mis longtemps à me dire que j'avais été enfin que j'avais reçu des violences conjugales, que j'en avais été victime. Et elle a déconstruit ce cheminement en moi de je suis responsable, là je suis victime justement, ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à en parler. Aujourd'hui, je sais que malgré tout, j'étais bien la victime et que je ne suis pas responsable de tout ce qui s'est passé.
Donc oui, j'ai eu un accompagnement qui a duré un long moment, quasiment une année, par une thérapie du coup avec une psychiatre. Mmh. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as réussi, après cette femme à avoir, d'autres histoires ou, à faire confiance? Ou est-ce que c'est encore quelque chose de très difficile pour toi? Ça a été compliqué, ça l'est toujours un petit peu. Hem, Ça c'est compliqué parce que déjà je fais moins confiance et que, très rapidement, je pense que, la personne avec qui, je suis, bah, doit nécessairement être au courant parce qu'il y a des gestes que je ne supporte plus, il y a des façons de me parler que je ne supporte pas et très rapidement, j'ai tendance à fuir quand je vois que la personne est même pas possessive, mais juste un peu jalouse finalement. J'ai tout le temps peur de retomber dans une relation qui va être, trop exclusive et où la manipulation, la violence pourront s'installer et heu et donc du coup, ça reste encore compliqué. J'ai eu des relations depuis, ça n'a pas duré, heu et et je pense que, j'ai encore besoin de temps avant de vraiment envisager une vraie relation avec quelqu'un. Mmh. OK. Il y avait une abonnée aussi qui se demandait si le cycle de violence était le même que dans une relation hétérosexuelle, mais du coup, je pense que tu es d'accord, pour dire que c'est, exactement la même chose en fait, peu importe, l'âge, peu importe, les genres, des personnes qui sont en couple, une relation de violence conjugale au final, c'est toujours les mêmes cycles, qui se reproduisent. Et finalement, j'ai quand même reçu, quelques messages d'abonnés, qui t'ont remercié, de prendre la parole parce qu'elles m'ont dit qu'elles avaient vécu la même chose. Donc comme quoi c'est quand même, voilà, parce que j'ai que 4 000 abonnés, donc si quand même parmi mes abonnés, il y en a qui ont vécu ça, c'est que, ça existe. Selon toi, pourquoi est-ce que c'est si important, d'en parler et de briser les tabous, autour des violences conjugales, faites aux femmes, par les femmes? Bah, parce qu'elles existent déjà et que personne devrait être victime de violences conjugales et je pense en effet que, on commence à en parler, vraiment, on commence vraiment à parler des violences conjugales et c'est très bien. Mais je pense qu'il y a encore, une minorité, enfin, potentiellement une minorité. Je sais que du coup, en ayant parlé avec certaines femmes, je sais que c'est un sujet qui existe vraiment dans les couples de femmes, mais pas que dans les couples de femmes. Il y a aussi des hommes, hein, qui se font violenter par des femmes et je pense qu'il faut, déconstruire cette idée que seulement un genre est capable de faire du mal à une personne et alors déjà, la sensibilisation pour moi est hyper importante parce qu'elle permet à chacun déjà de ne plus avoir honte, et aussi de se dire que, enfin moi j'en parle vraiment aussi pour comment dire? J'en parle pour permettre à des femmes de ne pas se sentir coupables, de pas avoir honte et d'oser en parler parce que je pense que c'est ça qui les sauvera. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre la lumière sur ce sujet-là, comme sur les violences faites aux hommes, enfin, tous les sujets qui incombent la violence, parce que personne ne devrait vivre ça. Et pour moi, c'est la première chose la plus importante. Et est-ce que tu penses que, cette histoire, malgré tout le mal qu'elle t'a fait et qui va encore continuer à t'affecter malheureusement, est-ce que tu penses que ça t'a forgé, sur certains points et que tu as su en tirer aussi des choses positives au niveau de ta personnalité et cetera aujourd'hui? Je pense déjà que ça m'a appris à écouter un peu plus mon instinct. Et c'est quelque chose maintenant que je fais davantage. J'arrive un peu mieux à cerner les personnes autour de moi et à comprendre quand une personne est un peu néfaste, et ça me permet de me protéger. Je pense que, justement ça s'est renforcé et la protection, elle est malgré tout hyper importante et au-delà de ça, je pense que, en fait, je me suis retrouvée après cette relation toute seule, finalement, face à moi-même, parce qu'au début, j'en parlais pas du tout. Et, et en fait, ça m'a permis de me rencontrer, simplement, de comprendre potentiellement pourquoi j'allais être un petit peu assez facile à atteindre, euh, pourquoi et sur quoi je devais travailler. Et ça m'a permis, ben, la thérapie m'a aussi permis de vraiment découvrir des choses et euh, de forger mon caractère. Je suis quelqu'un de très sensible et ça, à l'époque, je le voyais un peu comme un frein. Aujourd'hui, je le vois comme une richesse dans ma vie. Et je pense que cette sensibilité-là, justement, c'est ce qui parfois fait que je suis assez atteignable
parce qu'on peut jouer sur beaucoup de cordes sensibles avec moi. L'empathie, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Et aujourd'hui, j'apprends à prendre un peu plus soin de moi, à être un peu plus égoïste parfois, mais à me dire que j'ai le droit d'exister et que dans cette relation, je me suis beaucoup rabaissée. Je me suis souvent sentie en dessous. Et ça, c'est quelque chose qui était tout le temps le cas et dans toutes mes relations, qu'elles soient amicales ou pas. Et aujourd'hui, j'ai appris que j'avais aussi de la valeur et que cette valeur euh, était précieuse et importante à conserver. Et donc, je prends davantage de soin de moi, enfin, je prends davantage de temps pour moi. Et ouais, j'ai appris à me connaître complètement, je pense. Et du coup, je me sens bien plus épanouie aujourd'hui, même s'il reste en effet des traces de cette relation et que ça mettra le temps que ça mettra. Mais je pense aussi que ça me permet de savoir ce que je désire et ce que je désire plus dans toute relation. J'apprends à dire non aussi. C'est pas forcément facile, mais aujourd'hui, je sais dire non à quelqu'un. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui, je m'implique aussi. J'aime aider les gens, j'aime les écouter, donc j'aime faire ça et je me rends compte que professionnellement, c'est potentiellement quelque chose que je vais exploiter aussi. Je suis pas restée pour l'instant dans le domaine de l'animation et je réfléchis à une reconversion. Donc c'est peut-être un domaine sur lequel j'irai un petit peu. Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander. Quels sont tes projets, toi, pour l'avenir actuellement? Alors, après cette séparation, j'ai continué à travailler. Je me suis épuisée au travail vraiment. Et j'ai une pathologie qui en plus est présente et donc du coup, je me suis vraiment épuisée et donc là je fais une pause avec le milieu professionnel direct en salariat en tout cas. Je prends du temps pour moi, pour mes projets, je passe mon permis et puis je prends soin de mes proches, je passe du temps avec eux. J'ai assez manqué ça pendant 2 ans. Là, le confinement a bien plus compliqué les choses, donc je prends soin de mes proches et je passe du temps avec eux. Et je commence à me questionner justement sur mon avenir et sur ce que j'aimerais potentiellement faire. J'aimerais travailler dans le milieu éducatif, euh, pourquoi pas, dans le milieu de l'aide sociale à l'enfance. C'est un domaine qui m'intéresse. Il y a plein de domaines qui m'intéressent, donc je trie un petit peu tout ça et je réfléchis à ce que je ferais. OK, bah, super et du coup, la dernière question, la question traditionnelle du podcast. Toi, qu'est-ce que tu vois, derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre, aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Et ben, je pense que après après toute tempête un peu dans sa vie, justement, ben cet arc-en-ciel, il apparaît et l'espoir que ça donne, c'est que on peut être vraiment dans une période très sombre et être bousculé vraiment par la vie, mais ça veut pas dire que ce sera éternel. On a tous le pouvoir et le potentiel pour s'en sortir, et parfois il faut savoir accepter de recevoir une main tendue. C'est pas forcément facile et notre orgueil, il y est pour beaucoup. Il faut savoir accepter de recevoir de l'aide. Et cette aide-là, elle est là pour justement pour nous permettre d'accéder plus vite à cet arc-en-ciel et à un état de mieux-être. Et donc ouais, l'espoir que j'y vois, c'est que peu importe ce qu'on vit dans notre vie, on en ressort dans tous les cas plus fort. Et chaque épreuve a, entre guillemets, une leçon à nous apprendre qu'il faut savoir saisir simplement. OK, bah, merci énormément, Ophélie, de terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup d'avoir accepté de te confier ici. Je trouve ça vraiment super, enfin, c'est super courageux. Je sais que c'est pas agréable de ressasser ses souvenirs, mais c'est tellement important d'en parler et de montrer que, bah, oui, ça existe aussi. Voilà, c'est vrai que dans la très grande majorité des cas, les violences, sont commises par des hommes sur des femmes, mais c'est pas parce que, ça existe moins qu'il ne faut pas en parler et que c'est moins grave. Donc merci énormément, tu peux être très fière de toi. Je te souhaite beaucoup de bonheur et d'épanouissement, dans ta vie, personnelle, professionnelle parce que tu le mérites vraiment et j'espère qu'avec les années, tu arriveras, à laisser définitivement cette histoire derrière toi pour aller, mieux te reconstruire, pleinement. Donc voilà, en tout cas, merci encore Ophélie pour ton témoignage. Merci à toi de m'avoir permis de donner celui-ci. Si vous aussi, vous vivez des
violences conjugales, qu'elles soient commises par un homme ou par une femme, ne vous taisez pas. Vous devez en parler. N'hésitez pas à contacter le 3919 pour demander de l'aide ou des renseignements. Certaines villes mettent aussi en place des dispositifs d'aide aux victimes dans des lieux publics comme des centres commerciaux par exemple. Vous pouvez également vous rendre à Solidarité Femmes qui vous recevront pour vous accompagner. Vous pouvez aussi télécharger l'application Appel pour connaître les centres de prise en charge et d'aide autour de vous. Si vous avez besoin d'un logement en urgence, contactez l'association Un abri qui sauve des vies. Si vous ressentez la nécessité de parler à quelqu'un mais que vous ne savez pas à qui vous adresser, envoyez-moi un message sur mon compte Over the Rainbow. Je connais bien le sujet et je pourrai vous rediriger vers les bonnes personnes. N'ayez pas honte de demander une aide psychologique, elle est souvent nécessaire pour se remettre de tels traumatismes. Quant à la plainte, faites-le si vous en avez envie et sachez qu'il est illégal pour un policier de la refuser. Surtout, rappelez-vous que vous n'êtes jamais responsable des violences que vous subissez ou que vous avez subies. Et croyez-moi, il faut être forte pour avoir vécu cela, alors vous pourrez vous en sortir. Ne doutez jamais de votre résilience, vous vous relèverez plus puissante et solide que jamais. C'est promis. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overtherainbow@gmail.com. Over the Rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the News pour revoir les actus féministes de chaque semaine, Over the Facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the World sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à 2 nouvelles personnes après chaque écoute, alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. It ain't over. It ain't